Le club des aquarêveurs de Valère-Marie Marchand, publié chez Héliopole en 2021. Exergue. Nos actes sont des actes de rêveurs, de nageurs énigmatiques. Jean Harpe. Un regard peut créer un rapprochement des temps. Viens, plonge. Charles Dantzig, Traité des gestes. Une grande partie de l'entraînement du nageur se déroule dans sa tête, immergé qu'il est dans le rêve continu d'un monde sous-marin. Charles Sproson, Héros et nageurs. L'aquarêveur. Dans la famille nageur, je demande l'aquarêveur. En piscine ou en pleine mer, cet éternel flâneur flotte au gré des circonstances. On le reconnaît à son air distrait, son maillot de bain à l'ancienne, ses sandalettes antidérapantes, sa démarche sautillante, sa cage thoracique moindrement développée, son œil vagabond et son profond détachement pour les us et coutumes de notre planète Terre. L'aquarêveur est souvent hors sujet et se laisse volontiers berner par les caprices de l'étymologie. Quand il consulte un dictionnaire, il ne le fait pas vraiment exprès, et dès que l'opportunité se présente, il s'oriente vers les définitions les plus obsolètes. Alinéa incompréhensible, question subsidiaire, ajouts ou annotations un chouïa décalées, référence un peu has-been, scolie non élucidée ou bout de phrase bricolé au petit bonheur la chance retiennent toute son attention. Les notes en bas de page et citations à l'emporte-pièce exercent sur lui la même fascination. Il apprécie les objets qui n'en sont pas et qui pourraient fort bien le mener en bateau. Voilier en modèle réduit, vraie fausse bouteille à la mer, miroir hublot style paquebot, boussole. Allumeur vagabonde, boule à neige de la Compagnie Générale Transatlantique, bouée décorative et diverses broutilles sans vocation précise. Il peut encore affectionner quelques jouets dont on n'a plus idée, comme les origamis reproduisant tel ou tel aspect du flux et du reflux. Ses mots préférés sont des mots de plus de 4 lettres qui se plaisent à refaire le monde. Des mots valises nés d'amalgame ou de rapprochement sémantique. Des mots girouettes qui changent d'avis au fil des phrases. Des mots désorientés, souvent désorientants pour lecteurs itinérants. Des mots nomades, en pleine agape lexicale. Des mots commençant et finissant par la même voyelle ou la même consonne. Des mots à métaphore, malicieux comme tout, prétendument inclassables parce qu'issus de l'encrier des songes. Le premier expert en aquarêverie s'appelait Narcisse. Il prenait ses reflets pour des réalités et finit par se noyer dans une flaque d'eau. Le second se nommait Ulysse et fut le bouc
émissaire des frustrés, ES, de l'Olympe. Le troisième, un dénommé Moïse, mit à sec la mer Rouge et signa les premiers épisodes du livre de l'Exode. Le quatrième, un certain Robinson, navigua à bord d'un vieux rafio avant d'échouer sur une île plate comme un trottoir. Sa déception fut telle qu'il s'inventa un colocataire, un certain Vendredi, qui égaya son quotidien et le sortit de sa déprime insulaire. Le cinquième n'est autre que le capitaine Ahab. On dit qu'à trop chercher la petite bête, il tomba sur le plus gros spécimen qu'on ait connu sous l'eau, un maoust prénommé Moby Dick, qui le plongea dans un incroyable roman-fleuve et lui offrit toute une ribambelle de lecteurs. Le sixième s'est fait connaître sous le nom de Nemo. Il se réfugia dans le Nautilus afin de compter fleurettes à la faune et à la flore subaquatique, avec Darwin, autre aquarêveur bien connu. Il fut le premier à s'acoquiner avec des anémones de mer, des méduses surdimensionnées, des cétacés tentaculaires, des palmipèdes flottants, des monstres arboriformes, des carpes électriques, des tortues marines, des éponges pédiculées, des homards géants, des poissons volants et des serpents de mer à vocation multiple. Mobilis in mobili était sa devise. Quand par malheur un inconnu lui manifestait un semblant d'intérêt, il ressortait sur le champ un autre slogan qui serait bientôt sa marque de fabrique, in aqua veritas. Cette maxime faisait écho à la devise in vino veritas et cloua le bec à bon nombre d'arguments contraires. À dériver ainsi, le capitaine Nemo ne voyait plus le temps passer. Son attirance pour les fonds marins était telle qu'il y pique-niquait volontiers. Ses repas se composaient de lait de baleine, de pain aux algues, de goémons cuisinés à feu doux, de confitures d'anémones de mer, de gratins coralliens, de tapas, de poulpes géants, de tartelettes de caviar à la sauce océane, de filets de tortues, de tranches de méduses grillées, de nageoires rissolées à la vapeur, d'écailles au courbouillon, d'entrailles de murène, agrémentées de menthe et de coriandre, de bisques d'étrilles de homard, de fondants d'écrevisses sauvages, de risotto de calamars marinés dans juste ce qu'il faut d'écume, de langue d'oursin finement émincée et de tout un échantillonnage poissonneux mijoté avec une pincée d'humour et un zeste d'imprévu. De là vient peut-être cette croyance selon laquelle les aquarêveurs auraient 2 fois plus d'appétit que les rêveurs ordinaires. Inexplicablement, un aquarêveur en cache souvent un autre, et aucun d'eux ne semble avoir fait l'objet du moindre portrait robot. Dans l'Antiquité, il fréquentait les thermes et se drapait d'une posture philosophique. Au Moyen-Âge, il se requinquait dans des étuves étouffantes à souhait. À la Renaissance, ils auraient pu se prendre pour ces géants rabelaisiens contenant à eux seuls autant d'eau que tous les océans réunis, ou bien se comparer aux silhouettes du De Arte Gymnastica, note en bas de page, de Girolamo Mercurial, et aux postures emblématiques de ce qu'il faudrait faire ou pas pour rester en forme. Du temps
de la bruyère. L'aquarêveur se serait appelé Cléonte, Théodène, Mélinde, Tancrède, Oronte, Xanthippe ou Philémon. Il se serait parfumé de la tête aux pieds avant une émulsion dans les étangs de Versailles. À l'heure des Lumières, il aurait émis maintes hypothèses sur les principes d'Archimède et aurait décrit ce phénomène. Où qu'il aille, il passe pour un curieux personnage et se signale toujours par de nouvelles excentricités. Il a ainsi un faible pour les bains turcs à ébullition, pour les maréoramas, retraçant de bâbord à tribord les traversées en pleine mer, pour les vaisseaux fantômes, les flotteurs électriques, les baleineaux-bus et les régates d'un autre temps. Physiquement, c'est un joli trompe-l'œil. Psychiquement, c'est une autre affaire. Sa maturité sexuelle est assez variable. Son cœur bat une 30aine de fois par minute, sa silhouette, en tout point comparable à celle d'un bateau de course, se veut légère et longiligne, et son degré de flottabilité est tel qu'il ignore la mécanique des fluides. Autre paramètre à noter, son gabarit semble être fait pour les longues distances, et sa boîte crânienne parfaitement étanche comprend 2 hémisphères pour le prix d'un. Soit c'est son lobe frontal qui gère ses dysfonctionnements cérébraux, soit c'est son lobe pariétal qui module sa sensibilité corporelle, soit les deux à la fois. Enfin, au fil des ans, ses traits ont tendance à s'émousser. L'aquarêveur a une prédilection pour les reflets changeants, les ciels lunaires et les lumières boréales. Lorsqu'il part en croisière, il fixe des heures durant le sillage de l'écume et s'enivre d'embrun jusqu'au petit matin. Bien évidemment, il est indifférent au mal de mer et semble plus sensible au mal de terre. Une fois à quai, il commence à tanguer sur lui-même. Beaucoup commandent sa démarche aérienne, ses pas peu appuyés au sol, et l'interrogation qu'il soulève dans l'œil de son prochain. Sitôt chez lui, notre aquarêveur se réfugie dans sa bulle et s'invente un univers fait de poissons volants, de carpes électriques, de méduses translucides, de crabes japonisants, de noctiluques hypermétropes, de dauphins surfeurs, de larves d'astéries, de lentilles, de microplancton et de toute une parentèle de créatures insolites. Mais ne vous y trompez pas, tout ce qui flotte n'est pas de son ressort, et bien malin serait celui qui pourrait se prononcer sur la question. En aquarêverie, les regrets sont de courte durée. C'est pourquoi ses principaux acteurs se jettent sur la première métaphore venue avant de refaire surface quelques phrases plus loin. Le crawler, en temps ordinaire, le crawler a la pâleur du chlore. Hors de l'eau, il longe les murs. Il a la mine quelque peu défraîchie, le cheveu rare et raplapla, le teint lavasse, la pilosité éparse, la mine sinistre des jours tristes. À ces heures de gloire, le crawler est méconnaissable. Certains diront que c'est un redoutable adversaire, un sérieux nageur défiant toute concurrence. D'autres verront en lui le type même de
l'agiter du bocal. À vitesse plus ou moins égale, il bouge de partout, d'abord avec ses bras qui tournent en hélice, puis avec ses épaules qui sortent le grand jeu, mais aussi avec ses pieds qui font office de battoir, de tourniquet et de nageoire électrique. Il arrive que le crawler opine du bonnet, à l'instar des teckels en plastique. Sa tête penche d'un côté puis de l'autre, allez savoir pourquoi. Le crawler est affligé de troubles musculo-squelettiques à répétition. Il peut emprunter plusieurs fois d'affilée le même itinéraire bis, aller et venir indéfiniment d'un point à un autre sans mettre pied à terre. Il peut, par sa seule présence, impressionner les nageurs, pas ou peu expérimentés, terroriser les limaçons et les réfractaires au grand bain. Quand l'heure d'été se profile, sa batterie interne fonctionne sans discontinuer et son potentiel énergétique dépasse de très loin celui du nageur lambda. C'est à peu près la même chose au moment de l'heure d'hiver. En comparaison, ses homologues bioniques sont un peu à la traîne et brassent beaucoup d'eau pour zéro résultat. Rien de tel pour le crawler, dont les avancées sont sans commune mesure. Ce nageur hors pair bénéficie en effet d'un système sensoriel hyper développé. Ses prouesses excèdent de très loin ses capacités initiales et sa réactivité est inégalable. En cas de crampe ou de courbature, ses bras et ses jambes se mettent immédiatement en pilotage automatique, tandis que ses muscles se focalisent sur l'action en cours. Même au ralenti, son moi et son surmoi s'entendent à merveille. Son QI ne chôme pas et son activité psychique fonctionne à plein régime. Dans l'hypothèse du contraire, le crawler peut faire preuve d'un certain stoïcisme. Son abdomen est blindé de chez blindé. Ses calories sont harmonieusement réparties. Ses taux de sucre et de cholestérol modérément stockés. Ses graisses sont au point mort. Et sa bedaine reste en principe inexistante. D'étirements en assouplissements, sa silhouette finit par ressembler à la proue d'un navire. D'autres la comparent à une île, vue de profil, ou à quelques bancs de sable égarés en pleine mer. Sa force centrifuge est assez impressionnante, surtout quand on la met en concurrence avec les remous de son inconscient. Son sac de piscine dispose d'une provision de bonnets, palmes, lunettes de rechange, shampoing, gel douche, lotion, déodorant, gilet de corps, serviette de bain soigneusement pliée. Malgré ces précautions d'usage, le crawler n'est pas le fortiche que l'on croit. On le trouve fort démuni quand la bise s'abat sur lui. Sa prestance perd de sa superbe, ses pectoraux prennent un sacré coup de vieux, ses épaules se ratatinent, et une forte odeur javellisée se dégage de lui. Plus d'un piscineur finira par le prendre en grippe, et plus d'une anecdote circule à son sujet. Car une fois sorti de son couloir de nage, il pourrait bien perdre toute sa raison d'être. De mémoire de nageur, les réelles motivations du crawler n'apparaissent jamais au premier regard. Nage-t-il par hasard ou par nécessité? Ou bien encore, se déplace-t-il aussi vite que la lumière? Et si oui, comment fait-il? Serait-il accro aux amphétamines, au Viagra, au LSD et à toute autre gélule euphorisante? Affaire à suivre.
Au milieu de tant de glouglou, le crawler finit par prendre une couleur déviée. Son art du fondu enchaîné ne lui laisse guère le temps de souffler. En pleine action, ses jambes et ses bras se déploient aussi loin que possible et ses mains se placent dans le prolongement de son corps. Puis ses bras accomplissent un demi-cercle complet avant de revenir à leur point de départ, soit le long de la cuisse droite ou de la cuisse gauche. Ses talons peuvent dépasser l'eau de quelques centimètres et ses doigts de pied semblaient légèrement crispés. C'est de notoriété publique. Le crawler a du style. Et sa chorégraphie ne manque pas de panache. Sinon, il est passablement agaçant, un tantinet maniaque, voire caractériel. Son torse nu et ses aisselles font l'objet d'un rasage quotidien. Ses cheveux lustrés avec soin sont passés au peigne fin. Et sa peau, qui a tendance à devenir rêche, supporte sans broncher baumes adoucissants et huiles essentielles. En dehors de ça, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comparativement aux autres nageurs, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ses facultés auditives, sensitives, olfactives dépassent l'entendement commun et ses dispositions neuronales le situeraient parmi les surdoués de la natation. C'est le type même du nageur d'élite. Vu ainsi, on pourrait en déduire qu'il est trop centré sur lui-même pour s'adonner à une thérapie de groupe et qu'il renvoie balader qui le côtoie trop près. Pourtant, qui le regarde agir est aussitôt sous son charme. On a rarement connu telle élégance dans les gestes, telle indifférence à l'uniformité ambiante. Une fois en route, rien ne l'arrête. Il pourrait tuer père et mère, femme et enfants sans coup férir. Au ralenti, il n'est pas non plus du genre à végéter derrière un escargot d'eau douce et se méfie comme de la peste des limaces aquatiques. Certains en déduiront que les crawlers, mâles ou femelles, font partie d'une société secrète, celle des éclabousseurs patentés, et que leur vélocité résulterait d'une immersion en eaux initiatiques. D'autres en concluent que de mystérieuses conjonctions veilleraient au bon déroulement de leur déplacement. Quoi qu'il en soit, le crawler n'a rien d'un loser. Lorsqu'il prend son élan, il le fait sciemment, en mettant méthodiquement de côté toute préoccupation intime, toute problématique irrésolue, toute frustration présente, future ou passée. Lorsqu'il glisse sur l'eau, il cherche l'harmonie parfaite et vogue où bon lui semble. Plus il plonge son visage dans l'eau, plus il voit la face émerger de ses rêves, et moins il se résout à achever sa course. C'est là sa grande force et sa grande faiblesse. Il n'a d'autre horizon que lui-même, et la couleur surannée des flotteurs ne le dévie en rien de ses objectifs. Tout ralentissement l'exaspère, et la moindre entrave à ses petites habitudes est source de contrariété. À sa façon, le crawler s'inspire du sacro-saint principe d'unité de temps, d'unité de lieu et d'unité d'action. Au plus haut de sa forme, il nage plus vite que son ombre et se propulse au ras de l'eau sans regarder qui le regarde. En général, il a sa ligne et il s'y tient. Celle-ci peut être ceinturée de bouchons vert, bleu, jaune ou rouge, c'est selon. Après lui, le déluge. Le crawler déteste, cela va sans dire, les zigzagueurs, les velléitaires, les retardataires, les indécis, les lymphatiques, les nageurs à reculons, les éméchés, les trembloteurs, les têtes de linotte, les roupilleurs, les avachis avant l'âge, les durs d'oreilles, les liftés de justesse, les maladivement grincheux, les vieux schnocks mal lunés,
les playboys déclinants, les râleurs à la traîne, les suiveurs à la dérive, les poussifs, les pleurnichards, les revanchards, les avates de Belphégor et consorts, les ramollis ramollos un rien ramollissants, les endormis du cerveau, les balourds, les sclérosés volontaires, les chamallows à visage humain, les pervers pépères un tant soit peu polymorphes, les branquignoles, les atchoumeurs, les renifleurs, les braillards, les boutonneux, les sauves qui peu les risquent tout, les égarés au regard énamouré, les maniganceurs, au rictus ravageur, les aigris, les systématiquement tracassés, les zappeurs, les mateurs, les tripoteurs, les dragueurs à moumoute, les retraités en goguette et la marmaille livrée avec. Il rejette tout écart à la règle, tout mouvement désordonné. Il est la synchronicité même. Il avance, il trace son sillon, il surfe sur une vague invisible à l'œil nu et fait sienne cette croyance selon laquelle chaque vie suit son propre chemin. Pour l'heure, nul besoin de vous faire un dessin, il va de soi que, lorsque je croise l'un de ses congénères, mon sang ne fait qu'un tour. Je passe vite fait bien fait sur la ligne d'à côté et dans le cas présent à la page suivante. Le pataugeur en quête d'auteur. Celui-là aime le réchauffer et ne se baigne quasiment jamais à température ambiante. Seule une eau à 30 degrés Celsius semble pouvoir lui convenir, et encore. Ce candidat à la baignade est trop timoré pour aller plus loin. Son premier réflexe ? Arpenter le plan d'eau concerné de long en large avant de se lancer. Globalement, cette manie pourrait sembler obsessionnelle, mais dans ce cas particulier, c'est une toute autre histoire. Car le pataugeur a ses humeurs, et ses lunes ne correspondent pas vraiment aux nôtres. Sur ce point-là, Héraclite a vu juste et prétend qu'on ne nage jamais deux fois dans le même fleuve. Au XXIe siècle, la problématique est loin d'être résolue et en dépit du réchauffement climatique, certains corps, notamment les plus ronchons et les plus frileux d'entre eux, hésitent toujours à faire trempette, tout élément liquide leur paraissant suspect. La moindre vaguelette leur donne d'emblée la chair de poule. Aussi, le pataugeur, fille ou garçon, peut-être d'une anxiété affligeante, contrariée, de ci de là, naturellement ou artificiellement bronzé par des UV survenus à point. Surtout, ne vous fiez pas à ces bonnes résolutions. Le pataugeur se baigne souvent à contre-cœur, ce qui tendrait à confirmer son air morose et sa mine maussade. Pour les reconnaître, ce n'est pas compliqué. Il a le maillot indécis, les cheveux légèrement en épi, la peau fripée, la tremblote évidente. Le moment venu, il hésite toujours, il tergiverse, il tatillonne, il se tâte, il se plaint, il pleurniche, il râle, il s'escagasse. Il traînasse, il s'enlise dans ses incertitudes, il maudit monsieur ou madame météo, il roule des mécaniques et sous ses airs faussement ombrageux,
Il se prendrait presque pour un personnage shakespearien. Rien en effet ne lui convient, ni la fraîcheur de l'eau, ni la prolifération des algues, ni l'afflux de fréquentation estivale, ni la menace éventuelle des coups de soleil et autres effets secondaires plus ou moins dévastateurs. Rien ne lui sied, tout l'indispose. Et lorsqu'enfin il consent à se baigner, il procède toujours avec parcimonie en effleurant l'objet de ses désirs de la pointe des pieds. Sa voûte plantaire étant extrêmement sensible, il réagit au moindre signe dissuasif. Il y regarde toujours à deux fois avant de s'immerger dans le bassin approprié et se retranche derrière l'ordre public pour peu que son voisin ou sa voisine ne lui soit pas très sympathique. Il peut aussi jouer les fiers à bras, pratiquer le tournicoton, jusqu'à ce qu'une décision se profile. À force de cogiter, le pataugeur ne sait même plus où poser ses pieds. En bord de mer, il trébuche, il sautille, il se trémousse, il zigzague çà et là. Il oscille, il gigote sans cesse, il frissonne, il gesticule, selon les penchants plus ou moins avouables de son subconscient, pour finalement déraper sur quelques algues en vigilance orange. En piscine, ce n'est guère mieux. Il n'a pas de prise sur ce qui l'entoure, s'agrippe désespérément sur des supports hors sol et glisse, parfois de tout son long sur le plongeoir ou sur le carrelage des bains-douches. Où qu'il soit, le pataugeur patauge. Plutôt que de couler à pic, ce qui réglerait définitivement la question, il fait du surplace. Il se conforte dans ses appréhensions. Il se noie en lui-même. Il se morfond dans ses doutes. Et surnage, tant bien que mal, dans le flot de ses incertitudes. Au mieux, il fredonne des romances sans paroles, pratique l'autosuggestion, ou imite à la perfection les prouesses des nageurs plus expérimentés. Au pire, il fait amende honorable, reporte ses bonnes résolutions à plus tard, se confond en excuses et ne tarde pas à rebrousser chemin sous prétexte d'avoir perdu son ticket d'entrée. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre racine. Dès lors, il donne libre cours à son naturel vaseux. Cite de mémoire cette phrase de Marcel Proust, faisant de tout adepte de la natation un noyé en puissance, et pour conclure, finit par ne plus se baigner du tout. La Madone du jacuzzi. Cette pin-up est apparue de bon matin dans une piscine de l'ouest parisien. C'est une adepte du petit bain. Elle ne fréquente que les flots traités à l'ozone et chauffés à bonne température. Elle apprécie les bassins très tendance, en acier inoxydable sur fond chromé et en partie amovible. Leur surface miroitante la rasse sur ses propres reflets. Elle y voit là matière à réfléchir, ou du moins à jauger de plus près la répartition de ses grains de beauté. Un pas en avant, 2 pas en arrière, sur le plongeoir le moins rébarbatif, quelques séances d'aquagym lui ont appris à durcir en temps et en heure ses abdominaux, à raffermir son fessier, à bomber sa poitrine,
à aguicher son monde avant de faire disparaître sur le champ tout capiton gênant. À n'en pas douter, cette pin-up-là n'a pas l'ombre d'un complexe. Pour mieux soigner son entrée en scène, elle est accompagnée d'un comparse, souvent à la ramasse, d'une comparse, souvent à la ramasse, une fumeuse sevrée de nicotine, ou une dépressive résolument misanthrope, qui écoute d'une oreille attentive tout ce qui concerne les calories en moins ou en trop. Toutes deux s'accordent sur ce point. Les dictates de l'éternel féminin ne sont pas de tout repos. L'une s'astreint à boire du jus de citron pressé, à grignoter des algues déshydratées, à biberonner du bifidus actif ou à s'enduire le corps de crèmes amincissantes, tandis que l'autre ingurgite à toute heure du son d'avoine, des cubes d'ananas, de la caféine hyperdrainante, des barres de protéines et des brûle-graisses dont elle dose les effets selon les principes bien connus de la chrononutrition. Cette fidèle accompagnatrice n'est ni un laidron ni un canon de beauté, elle se situe dans une juste moyenne, qui la classerait plutôt parmi les frustrés de Claire Bretéché. Même trait très accusé, même poche sous les yeux, même sourire faussement désabusé, ses cheveux filasses, son teint deux brouillé, sa silhouette avachie et sa mine affligée n'ont rien à envier aux ectoplasmes du métro parisien. À moins qu'elle ne sorte tout droit d'une série télévisuelle où la vie serait prétendument plus belle. En l'espèce, elle a ce je ne sais quoi d'attendrissant qui fait d'elle le prototype de la bonne copine. Toujours disponible, toujours à l'écoute, elle suit les épisodes, lui relatant quelques erreurs d'aiguillage. Il ne lui viendrait pas à l'esprit de dénigrer les opportunités qui se présentent, à la guerre comme à la guerre. Pour l'heure, mieux vaut se détendre en bonne compagnie. N'en déplaise à certains, la madone du jacuzzi n'est pas là pour causer, mais pour faire causer. Dès qu'elle émet un doute sur la température de l'eau, la propreté des cabines, la conformité des casiers électroniques, ou sur l'acidité des agents alcalins, cet avis fait aussitôt formule d'oracle, et sa confidente du moment opine du bonnet qu'elle porte légèrement en biais, afin de mieux tendre l'oreille. Sa vie ne vaut pas un clou. Raison de plus pour refaire le monde. Le petit bain est prévu pour. On y croise tous les recalés du grand bain. En particulier, les traînards, les frileux, les flagadas, les bancals, les coincés du dos, les courbaturés, les ankylosés, les recousus, les rétrécis au lavage et les siphonnés de tout acabit. Dans l'ordre ou le désordre, on y côtoie du féminin et du masculin, mais aussi des trans, des inters, des bicurieux ou curieuses, des bis, tout court, des neutres, des variants, des non-conformes, des rétifs à la norme, des hétérocentriques, des métrosexuels, des exhibitionnistes convoquant le banc et l'arrière-ban des voyeurs asexués, des lolitas, plus lolitas que nature, des
papis flingueurs et des mamies qui font boum. Autant de cocktails hormonaux dont chacun semble s'accommoder. Finalement, nos piscines municipales accueillent près de 50 nuances de genre à référencer à son gré. Dans ce contexte, nul ne se préoccupe des petits secrets de son voisin. Seul compte la préservation de son espace vital, soit quelques mètres carrés de bonheur intense. Quand la madone du jacuzzi s'apprête à sortir du bain, elle le fait avec délicatesse, en s'orientant d'un pas léger vers la sortie. Elle est toujours suivie de sa complice, qui surveille ce qui pourrait tomber à terre et prend alors une mine de rase-moquette. Son passage à la douche se remarque à des relents d'effluves estivaux, le monoeil, le beurre de karité et l'huile de palme s'occupent de son corps de sirène, tandis que le gel douche au pH plus ou moins agressif s'attaque au commun des nageurs. Notre madone n'en a pas forcément conscience. À son contact, l'eau perd une bonne moitié de son acidité et les substances nettoyantes sont aussitôt sous son charme. Il faut dire que la donzelle s'y connaît en hydrothérapie, en massage bouillonnant et en nage à contre-courant. L'âge venant, elle entre désormais dans la catégorie des séductrices confirmées. Sa taille de guêpe, ses jambes de majorette et ses mensurations bien proportionnées répondent 5 sur 5 aux critères de l'esthétiquement correct. Ajoutons-y un maillot très tendance, un bonnet à froufrou, des tongs fleuris, des émulsions euphorisantes, et le tour est joué. La madone du jacuzzi sait ménager ses arrières. Le temps pour vous d'aller voir là-bas, si j'y suis. Le temps pour elle de se refaire une beauté, de se préparer à entrer de nouveau en scène et de nous offrir en prime un avant-goût de nos prochaines vacances. Le maître nageur. En voilà un qui descend rarement de son piédestal. Cet étrange vigie serait en effet adepte du « j'y suis, j'y reste », une formule que l'on doit au général MacMahon et à l'un de ses sbires après le fiasco du siège de Sébastopol. Mais l'heure n'est pas aux sous-titres anecdotiques et l'individu en question n'a pas la tête à ça. Si l'on en croit son air faussement désabusé, son métier de maître nageur l'a accoutumé à tout. On ne lui connaît aucune manie, si ce n'est une légère tendance à bomber le torse, et l'on pourrait presque le confondre avec ces silhouettes caramélisées assistant au tournoi du Grand Chelem. Ceci entraînant cela, on serait presque tenté de voir en lui un poseur, un flemmard pathologique, un abonné au transat, un loser recyclé à point, un planqué
aux joues mal rasées ou bien encore à un intermittent de certains spectacles. En réalité, ce voyeur saisonnier travaille depuis des lustres en piscine municipale. C'est un adepte de la gymnastique rythmique, de la musculation en apesanteur et d'exercices à relaxation immédiate. Il connaît comme sa poche les établissements vieillissants ou en voie de l'être pour cause champignonesque. Il propose même un accompagnement personnalisé en bordure de bassin, soit à titre de coach, soit en déployant ses talents d'éducateur sportif, de moniteur de plongée ou de réanimateur en centre fitness. En dépit de quelques pannes de secteur, il veille au bien-être des baigneurs et prévient toute intoxication au chlore par des recettes bien à lui. Apparemment, son métier est l'un des plus vieux métiers du monde et ses observations auraient commencé au 1er siècle avant notre ère dans les fameux thermes gréco-romains à Ostie, à Tivoli, à Rome, à Leptis Magna, à Catane, mais aussi à Néris-les-Bains, à Annecy, à Arles, à Bagnères de Luchon et à Aix-en-Provence. On l'aurait repéré à la fin du XVIIIe siècle dans la première école de nage recensée à ce jour, soit dans un bassin flottant inauguré en grande pompe en 1785 près du pont de la Tournelle. Le mot même de piscine viendrait d'un poisson d'origine latine, piscis, voguant au gré de l'étymologie. Depuis, le maître nageur officie sur des plages surfréquentées ou dans des établissements de bain certifiés comme tels. Il ne tolère aucune fausse note en matière d'hygiène et se poste invariablement le long du bassin à 2 pas de ces flots bleus dont il peigne la surface à l'aide d'un râteau écumoire ou d'une épuisette télescopique. A priori, il n'a pas l'air de surveiller quoi que ce soit, hormis quelques surexcités au regard allumé. Ses réflexes étant un peu engourdis, il intervient avec un léger décalage horaire et fait la sourde oreille aux doléances du jour. D'autres diront qu'il vit dans son monde et qu'en présence de tous ces corps flottants, sa réactivité ou ce qu'il en reste navigue à vue. Beaucoup l'ont vu parader près du plongeoir, s'attarder des heures durant à proximité des douches, exhiber des biscottos tout nouveaux tout beaux avant d'avaler un comprimé de vitamine C et de jeter un œil sur ses condisciples. Dans le meilleur des cas, il a le regard revolver et les muscles en acier chromé. Dans le cas contraire, il est du genre traîne-savate mal luné, bougonnant, grincheux et ventripotent. Mais les apparences ont bon dos, et il y aurait autant de maîtres nageurs que de piscines, et presque autant de centres nautiques que de prétextes à nager. Ce qui n'est pas peu dire. En général, le maître nageur n'a pas l'œil dans sa poche et reluque tout ce qui s'apparente au genre féminin. Il a vu ainsi venir la Madone du jacuzzi et il lui a immédiatement proposé ses services, quelques heures d'aquagym par-là, quelques séances d'aquabike par-ci, quelques massages en bonus et c'en serait fini des kilos récidivistes. En toute logique, la réaction de cette starlette ne se fait pas attendre. Après avoir toisé son interlocuteur de bas en haut, puis de haut en bas, elle prend ce petit air pincé qui le refroidit aussitôt. Devant tant de simagrées, le maître nageur claque des talons et abandonne ce premier casting pour les fans de la chaise longue et d'autres proies
plus facile à conquérir. Il dispose même, au cas où, de tout un arsenal de bonnets, de lunettes et de maillots de bain faisant le bonheur des plus étourdis, IS ou IES. Pour passer le temps, il a installé sa chaise pliante non loin d'une petite table de camping. De là, il peut lister ce qui lui convient de lister, en priorité les retardataires, les zigzagueurs et les éclabousseurs confirmés. De temps à autre, il se met à siffler, à crier haut et fort, à faire les 100 pas devant le grand bain, à renforcer ses abdominaux par différents exercices d'assouplissement. Ses gesticulations semblent le rassurer et le voilà parti dans des allées et venues parfaitement synchronisées. Entre deux rappels à l'ordre, il le lézarde au soleil, il s'assoupit un peu et même beaucoup, il se gratouille le nombril, il s'inspecte les ongles, il se caresse dans le sens du poil, il s'étire, il bâille, il se cajole l'encolure, et pour finir, il rentre son ventre, se dresse sur ergot, écarquille les yeux, avant de chausser des lunettes ultra polarisantes. La rémunération d'un maître nageur n'équivaut pas, loin s'en faut, celle du chef de bassin. Mais, en contrepartie, celui-ci peut, s'il le souhaite, laisser du temps au temps. Pour ne pas sombrer dans l'ennui, il se consacre à de menus travaux. Quand il ne veille pas à la sécurité physique et sanitaire des baigneurs, il remplit des grilles de mots croisés, se compare à plus musclé que lui et griffonne des pages entières de doléances sur l'entretien et la salubrité de l'eau. De temps à autre, il consulte l'association des piscineurs anonymes, laisse un petit message sur leur boîte vocale afin de signaler une chlorophobie galopante. Certains instituts à but non lucratif fournissent ainsi à la demande des petites phrases qui peuvent toujours servir. L'une dit qu'à volume égal, le corps d'un nageur est plus léger que l'eau douce. L'autre précise qu'il n'est jamais trop tard pour se jeter à l'eau. Qui sait, notre maître nageur obtient peut-être un début de réponse auprès de Jules Renard, de Pierre Dac ou d'Henri Michaud. Pour ne pas couler à pic, tout contemplatif doit en outre se méfier des plongées en apnée et de sa propension à nager n'importe comment, sauf s'il s'en tient à cette fameuse devise d'Héraclite, selon laquelle un même corps ne plonge jamais deux fois dans le même élément. Le maître nageur le sait bien. Entre la première et la dernière immersion en eau tiède, il y a parfois quelques préliminaires. Son homologue féminin ne semble pas s'en préoccuper. Elle se remarque à ses jambes trapues, sa silhouette tout d'un bloc, son pantalon unisexe et à ses sabots assez mastoc. Dans son vestiaire, elle dispose de toute une armada d'accessoires à destination des moins expérimentés. Ce sont pour la plupart des gilets pour bébés, des palmes, des planches, des tapis flottants, des ceintures en liège, des pince-nez, des ballons de water-polo et des bonnets de natation en maille ou en latex suffisamment extensibles, de couleur rouge écarlate, bleu électrique, jaune citron, vert fluo ou rose pastel, qu'elle offre bien volontiers aux premiers nageurs venus.
Cela ne vous a pas échappé. Le maître nageur a bien d'autres choses à faire que de répondre à nos desiderata. D'après les arrêtés et consignes officielles, il est censé avoir une vue globale sur l'ensemble des baigneurs, prévoir les dangers imminents, noyades, malaises, dérapages en tout genre, réduire les cas d'hydrocution, maintenir coûte que coûte notre tête hors de l'eau et pratiquer in extremis le bouche-à-bouche thérapeutique. À ces temps perdus, il peut contribuer à la réduction du taux de calcaire et encadrer des activités prétendument ludiques. En règle générale, il n'apprécie pas particulièrement son prochain, ni qui que ce soit d'autre, à l'exception des usagers hyper disciplinés. Ce n'est pas forcément un ami de mes amis, et il n'est pas plus altruiste que vous, moi. C'est même parfois tout le contraire. On pourrait voir en lui un tyran domestique, un faiseur de tort, un chéfaillon au regard inquisiteur, un harceleur hors pair, quelquefois un aboyeur, un furibond, un hérissé d'amertume, un beauf de service habitué à la drague à 2 balles et un ronchon trouvant toujours prétexte à redire sur la bonne ou mauvaise conduite des uns ou des autres. Cet énergumène serait en outre enclin à se noyer, non pas dans un verre d'eau, mais dans une soupe à la grimace de sa préparation. J'en ai été témoin, j'en ai vu qui faisaient de drôles de bouilles, qui exigeaient avant même toute baignade un garde-à-vous systématique. J'en ai même connu, avec des mines contrites, des pilosités d'orang-outan, des bras intégralement tatoués. J'en ai entendu, qui vociféraient pour un rien, qui s'égosillaient en émettant de redoutables ultimatums à tout nageur se trouvant en mauvaise posture. Mais si invivable soit-il, le maître nageur fait néanmoins partie de notre paysage sentimental. À la longue, il finit même par nous émouvoir et par nous convier, bien malgré lui, à de petits arrangements à l'amiable. Parfois, en fin de journée, son œil se teinte d'une lueur inattendue. C'est, nous dit-on, à cette minute décisive, quand le carrelage de piscine se met à ruisseler de bonheur, que l'instant présent lui paraît digne d'être vécu. Cette soudaine accalmie le rassure sur son devenir. Il se sent un peu moins seul et semble accéder à plus de sérénité. Peut-être se souvient-il du temps pas si lointain où un mouvement de brasse l'allégeait des pesanteurs passées et où il entrevoyait enfin comme la possibilité d'un rêve. Le barboteur en culotte courte. Ce garnement a souvent la bougeotte, on le voit rôder à proximité des douches, se précipiter dans le pédiluve et dans toutes sortes de bassins plus ou moins expérimentaux. Jacuzzi, piscines à vagues, toboggans zigzag, plongeoirs interactifs, où l'eau déborde d'énergie. À moins qu'il ne préfère rester tout bonnement assis sur les marges du petit bain avant qu'un plus grand ou plus costaud que lui le prenne en main. Notre barboteur fait partie d'une confrérie assez bruyante, celle des braillards du mercredi après-midi et des exclus des garderies. En piscine, il est toujours accompagné d'une nounou ou d'un frère de substitution, jouant bon gré mal gré les baby-sitters. Il ne se déplace pas sans son doudou du jour, bouée en celluloïd, bracelet gonflable ou ceinture de natation en liège, et ne quitte pas des yeux les baigneurs
de la dernière heure. Pour un peu, il leur ferait bien un croche-patte. S'il s'abstient, c'est qu'il a d'autres comptes à régler, notamment avec des corps flottants, plus ou moins désœuvrés, et des habitués du bain à bulles qu'il rêve de taquiner sous l'eau. Au sens chronologique du terme, ce barboteur n'a pas encore atteint l'âge de raison. Il mesure en moyenne entre 85 et 90 cm de haut, s'exprime par monosyllabes et, pour ne rien arranger, fait caprice sur caprice. Il est plutôt du genre increvable. Quand rien ne va, il pleurniche, il braille, il piaille, il s'esclaffe, il s'égosille, il trépigne d'impatience, il se dandine, il sautille, il pivote sur lui-même, il frappe qui lui résiste, il squatte l'échelle du grand bain, il s'agrippe désespérément à toute main tendue avant d'occuper l'échelle du petit bain et de baptiser à grandes eaux tout nouvel arrivant. À première vue, le barboteur, en culotte courte, tambourine, où ça lui plaît d'abord sur les corps ou les objets les plus accessibles, puis sur quiconque s'intéressant à sa petite personne. À tort ou à raison, ses hurlements passent pour des signes évidents de vitalité, et son énervement s'accroît avec le chassé-croisé des nageurs. Plus le temps passe, plus son espièglerie se fait sentir, et mon petit doigt me dit que ce n'est pas fini. Lorsqu'un adulte le sermonne, le barboteur affiche une mine réjouie. Il rit sous cape, joue au grattez-moi là, roule des yeux exorbités, titille l'élastique de son bonnet de bain et se cramponne aux nageurs les plus proches, tandis qu'on lui égrène une flopée de directives. Fais ceci, ne fais pas cela, attention à la dame, laisse passer le monsieur. Autant d'avertissements qui ne tarderont pas à tomber à l'eau. Bien évidemment, le barboteur ne s'est pas plongé aussi mal que lorsque d'aventure il s'élance. Il fait un plat retentissant. Dans la foulée, ses gigotements reprennent, ses bras et ses avant-bras moulinent à vitesse grand V, son cou se tend démesurément, son ombre s'avance au plus près de l'eau et ses cris frôlent la crise de spasmophilie. La présence d'un accompagnateur n'apaise pas, loin de là, son trop-plein de colère. Attaques et contre-attaques se succèdent jusqu'à ce qu'une mesure drastique soit prise. Selon les uns, cette agressivité serait due à des troubles psychomoteurs ou à une réelle dichotomie entre le geste et la parole. Selon les autres, cette instabilité maladive s'expliquerait peut-être par un sommeil écourté, une hypersensibilité olfactive ou par une susceptibilité à fleur de peau. Il en résulterait un chaos indescriptible dans son voisinage immédiat, ou parmi d'autres bambins aussi survoltés que lui. En dépit d'un caractère bien trempé, il ne se jette pas immédiatement à l'eau. Pour y parvenir, il lui faut accomplir d'étranges rituels, chanter à tue-tête, marmonner de drôles de comptines et monologuer interminablement. Quelquefois même il sautille, il trépigne et se lance dans une chorégraphie sans fin, passe au doble,
salsa ou aquazumba, tout lui va. Le bassin se transforme aussitôt en piste de danse. Sous bien des aspects, son ballet peut paraître désynchronisé, mais l'on n'en est plus là, et ses piailleries se noient bientôt dans un bruit de fond indescriptible. À cette heure, le barboteur userait son fond de culotte sur un plongeoir inoccupé. Il attend là le moment opportun pour exercer ses cordes vocales et jouer au ténor de salle de bain. Son air cachotier sait ce dont il retourne. Après maintes grimaces et autres pieds de nez à l'âge soi-disant adulte, ces ruses de Sioux pourraient bien le conduire sur un terrain plus que glissant. Plus il manifeste son désir d'exister, moins on l'écoute, et moins on y prend garde, plus il monte en décibels. Cette ultime pirouette le met dans un état de stress éminent, et son intrépidité ne connaît aucune limite. Il n'y a désormais plus d'autre issue possible. Tant qu'à faire, autant s'offrir 2 caprices pour le prix d'un, et en finir pour de bon avec les donneurs de leçons. Circuler, il n'y a rien à voir. Dame Grenouille. Ce micro-format passe souvent inaperçu avec sa coupe au bol, ses gambettes légèrement arquées, son air gentillet. Elle ne tient pas à voler la vedette à qui que ce soit, c'est la discrétion même. La modestie faite femme, la bonne étoile de tout nageur débutant. Dame Grenouille a toujours le réflexe décisif. Il suffit de la suivre des yeux pour éviter tout carambolage subaquatique. Cette nageuse émérite est en effet une slalomeuse chevronnée qui a l'art de se faufiler entre les baigneurs. À sa vue, le crawler change de braquet. Le papillonneur modère ses ardeurs et le brasseur se sent très vite dépassé par ce petit bout de femme qui swing au fil de l'eau. Seule la madone du jacuzzi exprime le plus parfait mépris pour ce poids-plume qui ne tient pas en place. Quant au maître nageur, il s'est habitué à ses allées-venues et l'a immédiatement relégué à des sous-ensembles dont il a le secret. Force est de constater que n'est pas Dame Grenouille qui veut, pour accéder à ce statut plus que particulier, inutile de jouer les gros bras. Il n'est pas non plus recommandé d'avoir un tour de taille XXL, d'afficher une forme olympique et d'impressionner son monde par des effets de gonflette. Appartenir à l'artillerie légère est un état d'esprit, une prédisposition naturelle qui suivrait les mouvements de l'air et conduirait à ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. À l'aube de la cinquantaine, Dame Grenouille est entrée toute guillerette dans la catégorie senior. Après la soixantaine, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Dame Grenouille n'a plus d'âge, peut-être n'en a-t-elle jamais eu. Ses cheveux ont blanchi d'un coup, et ses rides sont si bien réparties qu'elle la dote d'un petit air rayonnant. Qui la connaît un peu n'y trouve rien à redire. Plutôt fine mouche, cette libre penseuse ne redoute pas d'être traitée de has-been. Retraitée ou non, il n'y a pas pour elle de date limite d'activité. Elle trouve toujours de quoi causer, de quoi s'occuper. Dans les excursions écolo branchées, les clubs de naturistes et les virées touristiques à vocation œnologique. Qu'importe ses faux airs résignés, sa dégaine, un peu périmée, ses pataugasses, légèrement élimées, et sa démarche, sautillante. La situation présente l'incite à tirer le son de ses forces déclinantes et à rebondir sur ses plates-bandes préférées ou sur des petits bouts de lagune se prélassant au soleil. En piscine, ses actions se résument à des sauts de puce dans le petit bain,
puis dans le grand bain, après avoir gigoté un bon moment dans un bassin intermédiaire. Ces échauffements divers et variés se terminent sous les douches dans un frotti-frotta, débordant d'enthousiasme. Mine de rien, cette fan de la baignade est une hyperactive, une inconditionnelle de la flânerie aquatique, une championne du plongeon en eau douce, une passionnée de la traque sous-marine. Son âge avancé ne la condamne pas, bien au contraire, au chômage technique. Aussi va-t-elle au-devant de toute étendue d'eau, qu'elle transforme aussitôt en bain de jouvence, et affiche-t-elle une nette prédilection pour les cascades ensauvagées et les embruns aventureux. Les soirs de pleine lune, on l'a vue plonger dans des lacs esselés, des étangs crépusculaires et des baies scintillantes d'ennui. Le lendemain et le surlendemain, on l'a croisée dans des criques infestées de moustiques, près des ruisseaux et des rivières situées entre deux estuaires. Au quotidien, elle se contente de la proximité des flots bleus et de la couleur lavasse des eaux municipales. Après les formalités d'usage, elle se réfugie dans le vestiaire pour revêtir un maillot une pièce et arborer un bonnet bleu pastel. Une fois arrivée à destination, il n'est pas rare qu'elle s'attarde en bordure de bassin, afin de distinguer quelques silhouettes familières et braver les sens interdits, en n'en faisant qu'à sa tête. Mais son plus grand bonheur consiste à arpenter d'un pas alerte les couloirs de la piscine, puis à rêvasser un peu plus longuement sous la douche. Là, il lui arrive de faire causette avec d'autres dames grenouilles, tout aussi occupées qu'elle. C'est à qui commentera les remontées de chlore, à qui frictionnera ses muscles engourdis, à qui décrira les clapotements du pédiluve, à qui s'activera sous le jet plus ou moins tonique des eaux de rinçage. Ces gesticulations se poursuivent jusqu'à ce que la pression de l'eau se tarisse. À ce moment précis, Dame Grenouille tend le cou vers quelques gouttelettes providentielles et fixe d'un œil inquiet la condensation de la buée. À 2 pas de là, le sol est plus que glissant. Ses tongs commencent à montrer des signes de fatigue et les bretelles de son maillot ne peuvent s'empêcher de tire-bouchonner. Le moment est venu de lever le camp, de suivre les flèches directionnelles qui la ramèneront à la case départ. Contrairement à d'autres grenouilles dites de bénitier, cette sauvageonne ne perd ni sa vie ni son temps en conciles œcuméniques. Côté relationnel, sa vie se résume à très peu, et c'est à peine si elle jette un œil sur ses acolytes. À défaut d'interlocuteur, elle fuit comme son ombre les rapports de force. Elle n'apprécie guère les culbutos du bain à bulles, les bodybuildés du thorax, les candidats à la musculation perpétuelle, les narcisses à temps complet et les attitudes par trop ostentatoires. Sans même se l'expliquer, Dame Grenouille a fait vœu de sobriété. Nul signe extérieur de richesse chez elle, nulle tendance à l'excès, nul embonpoint corporel ou verbal. Ubi et orbi, elle joue en défense, elle botte en touche, elle se carapate et refuse en bloc toute tenue aguicheuse. Les modes passent, Dame Grenouille reste. La foule l'indiffère, la surconsommation ne lui fait ni chaud ni froid. La frime et le bling-bling ne lui disent rien qui vaille. Dans une première vie, elle a vécu d'amour et d'eau fraîche. Dans cette vie-ci, elle est toujours partante pour refaire le monde. Prosélyte à ses heures, elle collectionne les prospectus antinucléaires, les manuels pro-vegan, les articles décrivant en long, en large et en travers les méfaits du gluten, les séquelles de la pêche électrique, la nocivité des ondes Wi-Fi, la pollution à particules fines, l'invasion des perturbateurs endocriniens et l'hécatombe en masse des insectes pollinisateurs. Son casier de piscine regorge ainsi de plan B,
et de toutes sortes de slogans lui servant d'anti-sèche. En hiver, ses paperasses sont entassées sous un pull à col roulé, des chaussettes dépareillées, un gilet en flanelle grise et un anorak doublé de polaire. Dès les beaux jours, place aux bermudas multipoches, à un t-shirt en coton ultra absorbant et à des badges Greenpeace, à une mini lampe de poche à recharge manuelle et à un couteau suisse très opérationnel. On ne le dira jamais assez. L'organisation est pour Dame Grenouille le summum du bonheur terrestre. C'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour ne pas s'arroger l'espace vital de ses voisins et se dérouiller les jambes en toute tranquillité pour se faire à l'avance de guingois, comme le faisaient jadis les grenouilles mangeuses de crabes, les anémones de mer, les salamandres étoilées et les espèces appartenant à la famille des Cécilies. Juste avant l'évacuation du bassin, elle s'autorise quelques échappées belles, ce qui lui permet de causer un peu avant le retour dans son bocal parisien, un 50 mètres carrés proche de tous les commerces, lumineux, calme et sans vis-à-vis, où elle a aménagé une salle d'eau répondant à sa soif de fraîcheur. D'un zigzag à l'autre, Dame Grenouille finit toujours par retrouver son chemin. Son sens inné de l'ubiquité fait d'elle la championne toute désignée des gigoteuses du troisième âge. On l'a vue ici, on la reverra par là, rien d'étonnant en soi. Dame Grenouille vit sa vie sans chercher à épater qui que ce soit. Après une plongée du plus heureux effet, elle peaufine sa sortie en se hissant en douceur en bordure de piscine. Philosophe, elle contemple amusée l'hypertrophie de ses contemporains, qu'elle classe et répertorie selon un barème de 1 à 10. La note minimale étant bien évidemment réservée aux frimeurs, toutes catégories. Comme elle ne pèse pour ainsi dire rien, elle s'adapte à tout changement de température. Sa nature ectotherme ferait d'elle la descendante d'homoncules aquatiques et de papillons de mer à l'origine de la vie. Sans doute la reverra-t-on bientôt dans un bassin ou dans un autre, évaluer des visu de nouveaux écosystèmes avant de se régénérer ailleurs. Le râleur insubmersible à quelqu'un que j'ai bien connu. Ce cas d'école se remarque d'emblée. Carrément méchant, jamais content, il a une mine de papier tue-mouche, même après un bon bain, il trouve toujours à chipoter sur la température de l'eau, la salubrité des douches, l'accessibilité des cabines, les conditions d'hygiène défectueuses et le remue-ménage causé par la marmaille en vadrouille. Il suffirait de soumettre ce mauvais coucheur à un logiciel de reconnaissance vocale pour en avoir le cœur net. Vous obtiendrez alors, par ordre d'arrivée, les phrases suivantes. Quelle vie! C'est un monde! C'est bien ma veine! Puis un magistral. J'hallucine. Un retentissant tonnerre de Brest. Et pour finir, le sempiternel et redoutable. À quoi bon? Il n'y a pas mieux pour saper le moral des troupes. Et il n'y a pas meilleur antidote à la bonne humeur. Partout où il passe, rien ne repousse, ni le bonheur de vivre, ni la moindre promesse d'éclaircie. Il est donc recommandé de ne pas trop s'y frotter, sous peine de sombrer dans le 6e dessous. En piscine, son arrivée coïncide souvent avec la survenue d'un incident technique. Il se manifeste au moment précis où tout va mal, lorsqu'on détecte la présence de bactéries ultra résistantes,
ou quand une bande de malotrus fait main basse sur le cadenas des vestiaires. On peut aussi le rencontrer lors d'une greffe perlée ou d'une vidange à rebondissement. Cette complication de dernière minute n'étant pas prévue au programme, notre râleur ne décolère pas. 1 ou 2 heures passent ainsi à discourir pour ne rien dire, car tant que l'incident n'est pas clos, l'intéressé entend bien avoir le dernier mot. Autour de lui, chacun y va de son commentaire. Chacun s'inquiète de savoir qui fait quoi. La colère monte. L'impatience s'accroît. La fébrilité est à son comble et chacun joue des coudes pour se faire entendre. Notre râleur en chef interpelle le guichetier qui réitère le même constat. La piscine n'est plus opérationnelle et cela pour une durée indéterminée. À ces mots, ça se complique sérieux. L'homme fusille du regard cette fin de non-recevoir. En temps de guerre, il passerait bien à la gégène ou au lance-flamme le blanc-bec qui lui tient tête. Mais nous n'en sommes pas là. Et s'il veut parvenir à ses fins, il lui faut patienter un peu, ou du moins faire comme si de rien n'était, et distiller son venin par dose homéopathique. Alors il ronge son frein, fait monter la pression par des insinuations, au demeurant assez anodines, et prend une mine d'extrême onction. Une caméra cachée pourrait le prendre au mot. Il est néanmoins difficile de lire sur ses lèvres. Il bougonne, il murmure des phrases incompréhensibles, marmonne quelques formules d'excommunication, tout en lançant des SOS au voisin le plus proche. Puis il se dit fort contrarié par cet imprévu, se déclare pris de vertige et exige d'être conduit sur le champ à l'infirmerie. D'un coup, le ton devient vindicatif, il en rajoute une couche. Sa voix hausse d'un ton, ses mains s'agitent, son torse adopte un mouvement de balancier et son regard en contre-plongée n'annonce rien de bon. Notre frondeur est à vif, sa tension est à son maximum. Son cœur bat la chamade et son oreille interne commence à faire des siennes. Le voici en première ligne, face à la foule des grands jours. Là, il sort le grand jeu. Il est au bord des larmes, il s'essouffle, il se sent barbouillé. Il exige séance tenante un défibrillateur, cherche sa boîte à pilules rouges et vertes, réclame haut et fort le service des urgences et sort une ordonnance prescrite par son médecin. Rien n'y fait. L'employé joue à guichet fermé. Dans 5 minutes, tout au plus, la messe sera dite. C'est le moment de jouer son va-tout. Notre protestataire exhibe un coupe-fil censé lui faciliter les choses. Puis, il balance son sac de sport dans le sens des aiguilles d'une montre, grogne encore un peu, s'époumonne en vain, et pour finir, menace d'en parler aux plus hautes instances. Le guichetier hausse les épaules. Des énervés comme lui, il en voit tous les jours. Il ne va pas s'affoler pour si peu. Il lui conseille de retourner chez lui ou de se rendre dans la piscine la plus proche. Dépliant à l'appui, il lui indique même quelques sites pour baigneurs en détresse, mais le plaignant ne l'entend pas ainsi. Dans le genre dur à cuire, il n'y a pas mieux. C'est un coriace, un retors, un poison violent, un abonné à la loi du talion. Sa journée est gâchée, dent pour dent, œil pour œil, promis, juré, craché. Il gâchera celle des autres. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le voilà qui noircit le tableau. Cette fois, il s'en prend au petit personnel. Bousculant le balayeur, apostrophant le cabinier, invectivant qui lui déplaît, il agresse qui lui résiste. Cela commence par la femme tronc, distribuant sourires et tickets d'entrée. Cela se confirme avec le surveillant des douches, un stagiaire un peu trop empoté à son goût, avec une employée qu'il traite de feignasse, ou avec le préposé au vestiaire qui l'accable de grimaces et de bras d'honneur. Pour finir, il tarde à quitter les lieux, formule grief sur grief, s'arrête pile poil devant 2 éducateurs sportifs et un planton de service qui l'accuse de se baigner gratis, puis déclare tout net cette zone sinistrée avant de tourner les talons avec perte et fracas. Bref,
Il ne fait pas bon croiser ce torpilleur de haut vol. Ceux qui en ont fait l'expérience s'en souviennent encore. Mais le pire reste à venir. Le lendemain à l'heure dite, c'est partie remise. Notre grognon malgré lui ne louperait pour rien au monde la réouverture de son établissement préféré. Cette fois les bassins sont noirs de monde, et notre ami est comme il se doit de mauvais poil. Ça le démange d'en découdre. Où qu'il aille, il y a toujours motif à gémir, à se plaindre et à maudire son semblable. Le pédiluve est trop glissant, le grand bain trop fréquenté, le petit bain pas assez surveillé, le bain intermédiaire peu conforme à ses souhaits. Et ce n'est qu'un mince aperçu de ce qui va suivre, car la ventilation laisse aussi à désirer, les vestiaires manquent d'air, les cabines sont vétustes, le carrelage n'est pas de première jeunesse et la verrière risque à tout moment de lui tomber sur la tête. Sans oublier quelques petites mauvaises odeurs, relents de sueur, émanations de chlore et autres désagréments olfactifs que notre pleurnicheur détecte au pifomètre. Un tel n'est pas assez ceci, ou pas assez cela. Une telle lui paraît affligée d'une insurmontable laideur, quand ce n'est pas quelque imperfection ou défaut de fabrication qui lui gâche la vue. C'est inscrit dans son ADN, c'est une question de karma. Cet insatisfait chronique maudit systématiquement qui lui sourit. Et il n'y a pas plus ronchon que lui. Tout l'agace, rien ne lui sied. Tout l'insupporte, rien ne l'apaise. Il déteste son prochain comme lui-même, et rejette l'humanité en général et en particulier. Dans le style rabat-joie, c'est un chef-d'œuvre du genre. Exit l'insouciance, vive le défaitisme. Au royaume des grincheux, le nihilisme est roi. Ne lui demandez pas de faire profil bas. Vu l'étendue des dégâts, il y a toujours prétexte à chicaner, à prendre la mouche, à exprimer sa hargne contre le genre humain et à jouer au lanceur d'alerte. Un simple oubli, une seule négligence de notre part, et son esprit de contradiction se remet en route, moyennant quoi il y a toujours un hic, et nul ne s'étonne de le voir pointer du doigt des reliquats de calcaire ou des échantillons de cheveux accumulés en dépit du bon sens. Le désengage systématique semble lui réussir et l'aide à faire œuvre de salubrité publique. Allez, oust, tout le monde descend et par ici la sortie. Dans l'instant qui suit, c'est quasiment chose faite. Avec la fréquence d'un disque rayé et une précision arithmétique, cet esprit chagrin s'en retourne vers qui lui résiste. Jusqu'à preuve du contraire, il n'aurait pas trouvé meilleur échappatoire pour recycler son mal-être et se sentir sur le point de renaître. L'hédoniste flottant. C'est bien connu, on ne naît pas hédoniste, on le devient. Il y a des hédonistes par omission, des hédonistes par procuration, et des hédonistes flambant neufs, sortis tout droit des manuels de remise en forme. L'hédoniste flottant, lui, est une espèce bien particulière. Il ne se sent à son aise qu'au bord de l'eau, et ne peut assouvir sa fringale de bien-être qu'en présence de nymphètes frétillantes d'ennui. Celles-ci prolifèrent en piscine ou sur les vraies fausses plages des centres aqualudiques. Un bronzage dermatologiquement approuvé leur colle à la peau et le monokini leur va si bien que notre hédoniste ne sait où donner de la tête. Alors il se prélasse et prolonge ce bon moment en citant de mémoire
quelques phrases de Sénèque ou de Sioran. Il lit et relit les Amours d'Ovide, en se disant que tout arrive pour qui sait attendre. En fait, l'hédoniste flottant n'en est pas à son coup d'essai. Sa première baignade daterait de Mathusalem, et son côté vintage lui viendrait de fréquents séjours dans les thermes romains, bains froids, bains tièdes et bains chauds, sudations à sec ou à vapeur, massages, puis épilations à l'huile parfumée, n'auraient pas de secret pour lui. Tous ces préliminaires seraient censés obéir à cette équation bien connue, selon laquelle il n'y aurait pas d'esprit saint sans un corps saint. Sans être un fan de Juvénal, notre hédoniste en a pris acte. Il est entré en fonction au début de notre ère. Il a commencé par sévir parmi des épicuriens, fraîchement homologués, avant de passer à tort ou à raison pour un libertin, un rien libertaire. L'heure était à la prosodie, à la versification de tout état d'âme. De ce fait, il rimaillait souvent. Il baisouillait ici ou là, il fuyait les peines à jouir, les pingres, les défaitistes, les stressés et les constamment déprimés. Il se donnait du bon temps, il ouvrait 1001 parenthèses qu'il refermait à peine, il se distrayait d'un rien, se réjouissait de peu et s'amusait beaucoup. Tout pour lui était sujet à divertissement. Existentiellement parlant, c'était assez bien vu. Dans cet entre-deux qu'on appelle la vie, il s'en tirait plutôt bien. La rentabilité à tout prix et l'exploitation des uns au profit des autres ne le concernaient pas, ou si peu, qu'il ne cherchait pas à épater la galerie. Idem pour la soif de reconnaissance sociale ou le souci du qu'en dira-t-on. À la ville comme à la scène, il ne s'en faisait pas, il ne professait pas, il ne se complaisait pas dans ses principes, il n'imaginait pas de vie après la vie, il n'attribuait pas à la mort de vagues promesses d'éternité, il ne concevait même pas de solution intermédiaire, ni purgatoire, ni rémission post-mortem, ni sursis supplémentaire, pas la moindre planche de salut, rien de rien. Le néant absolu. Cette perspective, si toutefois c'en est une, ne l'effrayait pas. La nuit noire ne l'inquiétait pas. Seule la bêtise aurait pu avoir sur lui une action dissuasive. Et encore, rien n'était moins sûr. Il ne songeait même pas à penser plus haut que son QI. En un mot, il ne se prenait pas pour un autre, il vivotait, il taquinait les muses, il convoquait de jour comme de nuit les mânes des anciens, s'en inspirait un temps, et cultivait des petits bonheurs qui le lui rendaient bien. À présent, l'hédoniste pratiquant a plusieurs décennies de drague au compteur. Son royaume est bel et bien de ce monde, et son idéal, féminin ou masculin, est des plus prosaïques. Ce peut être une minette de taille mannequin, une allumeuse à la voix nasillarde ou un éphèbe au genre incertain. Pour toutes ces raisons, il est tellement occupé à reluquer ses proies qu'il en oublie parfois de se baigner, et si toutefois il se décide à le faire, il n'offre pas la moindre résistance à l'eau, ce qui occasionne bon nombre de collisions et de télescopages avec un ou une inconnue qui lui proposera de faire un petit bout de chemin avec lui. C'est ainsi qu'il a rencontré son égérie du moment, une sirène du 3e millénaire, très présente sur Facebook et dans ses éphémérides virtuelles où le tout à l'ego est de mise. On y lit ses mésaventures en chambre, ses déconvenues conjugales, éventuellement ses fiascos relatés jour par jour et quasiment heure par heure. On y découvre les variations
saisonnière de sa libido vieillissante, et l'on suppose que pour compléter au mieux son tableau de chasse, il se poste à proximité du solarium, à 2 pas du club de fitness, non loin du spa ou des cabines de bain fraîchement repeintes. L'endroit est en effet idéal pour repérer ses muses potentielles selon des indices qui ne trompent pas: tour de taille ou de poitrine, répartition de l'indice de masse corporelle dans la limite des stocks disponibles. Ces considérations faites, il semblerait vouer un culte plus que particulier aux signes avérés d'immaturité. Les morphologies en cours de développement l'intéressent au plus haut point. Il y voit là motif à écrire et à renouveler sans le moindre scrupule son cheptel du moment. Les principales intéressées n'y voient pas d'inconvénient et se considèrent comme d'heureuses élues. Ce sont pour la plupart des clones de Barbie, des groupies du plongeoir, des naïades en quête de gloire littéraire ou de récentes recrues cooptées par un autre prédateur local. L'hédoniste flottant n'est pas toujours, loin s'en faut, un mauvais bougre, ni même un vieux beau affamé de chair fraîche, un consumériste embaumant la testostérone, un sybarite tombé de la planète mythique, ou un jouisseur maladif sautant sur le moindre sursaut de jeunesse. Il a souvent la musculature resplendissante et les abdominaux hyperactifs. De là vient peut-être cette manie de faire bronzette jusqu'à plus soif et de se déprogrammer en temps et heure des obligations du lendemain. La lutte finale attendra bien un peu, digne héritier des stoïciens et des épicuriens. Notre hédoniste est l'un des rares hominidés à se débrancher dès que possible des obligations à plein temps et à regarder la mort bien en face. Aucun credo ne lui résiste. Ainsi le voit-on toujours bon pied bon œil, et cela dès le petit matin, car le plaisir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En bon théoricien qui se respecte, l'hédoniste flottant est à la fois dans l'être et le paraître, l'ascétisme et le libertinage, le hasard et la nécessité. Ce régime-là lui réussit assez et lui permet de cultiver une sobriété heureuse qui ne promet rien d'autre qu'un bonheur savouré au compte-gouttes. La plupart du temps, son narcissisme se nourrit d'un commerce de proximité et d'un égotisme clairement revendiqué. En vérité, ce bon vivant succombe souvent au seul plaisir des yeux, et, conformément au principe d'Aristippe de Cyrène, ne met aucune de ses sensations en sourdine. Bon nombre de ses conquêtes, notamment une Richarde décérébrée et une Barmède en chaleur, ne s'en sont jamais remises. Mais trêve de commentaires et revenons aux faits. L'hédoniste d'eau de mer a le bronzage intense, le sourire éclatant et le muscle d'acier. L'hédoniste d'eau douce aborde la vie d'un air confiant et se souvient volontiers de cet adage selon lequel un homme heureux en vaut deux. Le stress émotionnel et les phobies obsessionnelles sont sans effet sur lui. Le seul épisode dont il se souvienne est un ébat improvisé au beau milieu de nulle part. Cette rencontre, survenue à 2 pas de l'espace de remise en forme, aurait vite dégénéré en attaque à main armée. D'où sa phobie des snobinards, des cuirassés au sourire ultra bright, des liftés à l'excès, des compliqués au possible, des bourgeoises, bon chic et mauvais genre,
en recherche de quelques extras. D'où aussi son attrait pour la perle rare, la muse des muses, qui lui fera dire tout et n'importe quoi sur les principes de l'art d'aimer, car notre hédoniste a le verbe facile, c'est même son péché mignon. Il note, il annote, il commente, il compare, il analyse, il classe, il répertorie, il décrypte les comportements sexuellement suspects, les fixettes temporaires, les nymphomanies en sommeil, les compléments gestuels en mode obsessionnel. Il fait son miel de toute situation embarrassante et toute rencontre inhabituelle lui inspire des morceaux choisis qu'il livre à l'a priori de ses lecteurs. Il a ainsi rédigé un florilège de récits destinés aux générations futures et compilé ses impressions sous forme de haïkus. Enfin, il n'est jamais à court de commentaires, surtout lorsqu'il lui faut argumenter sur une cambrure en chute libre, un décolleté prometteur, un postérieur avantageux, des poignées d'amour, double ou triple épaisseur, ou sur une androgynie non dénuée de charme qui pourrait l'inciter à virer sa cutie. À ce jour, la flottabilité de cet hédoniste n'est certifiée par aucun appareil de mesure, et en l'absence de big data, ces signes distinctifs ne seraient mentionnés quasiment nulle part. Le petit Larousse ferait de lui un adepte du maximum de plaisir pour un minimum de souffrance. D'autres définitions, piochées ici et là, pourraient éventuellement lui convenir. Tel ce constat de René des Obaldia, c'est tuant d'être immortel. Ou bien encore, cette formule apéritive, il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde, que Jean d'O, D''O, proposa en guise de friandise à ses lecteurs occasionnels. Cet hédoniste à temps complet s'amusait à rappeler que ce qu'il y a de mieux dans ce monde, de plus beau, de plus existant, ce sont les commencements. Car naître, disait-il encore, est toujours un bonheur. D'où son goût pour les plaisirs de la vie en plein air et les bains de soleil qu'il pratiquait en tenue d'Adam, de manière à flirter incognito avec Dame Nature. Pour vivre heureux, l'hédoniste du XXIe siècle ne vit pas forcément caché. Il lui arrive parfois d'être sous le feu des projecteurs et de participer à cet incroyable storyboard qu'on appelle la télé-réalité. À ses temps perdus, il peut encore se prêter sans trop y croire à l'applaudimètre, jouer aux vedettes d'un soir tout en gardant une distance de sécurité avec les aléas du prime time. Notre hédoniste le sait bien. Le bonheur est sans billet de retour, et l'art du carpe diem ne s'embarrasse pas de principe. Aussi lui faut-il son comptant d'arômes volatiles et de saveurs diffuses pour se mettre à l'écoute de ses 5 sens et laisser venir à lui 1001 nuances de plaisir. Il arrive néanmoins que l'hédoniste flottant ait des états d'âme et qu'il fasse référence à Montaigne, aux socratiques mineurs ou majeurs, à Héraclite, prétendument obscur, à l'incontournable Épicure et au précurseur d'un stoïcisme bien tempéré, Sénèque, qui prend l'existence telle qu'elle, vie et mort comprises. Lucrèce, le porte-parole attitré des particules élémentaires, confirme ces intuitions. Le plaisir est par nature buissonnier et n'adhère pas forcément au bien-être obligatoire. Quant au bonheur d'exister, il ne se résume pas à quelques formules toutes faites, tout au plus
à quelques atomes, fonctionnant sur la même longueur d'onde. À quoi bon expliquer l'inexplicable? Mieux vaut avoir un corps flottant qu'un corps plombé de certitude. Plus l'on fréquente des bains révélateurs, plus l'on doit se préparer à larguer les amarres. C'est ce que constata en son temps Épicure. On dit qu'après avoir bu une ultime coupe de vin, il se délesta de certains regrets et vit son épilogue venir dans un bain de douceur. Dans un tout autre registre, Archimède en déduisit que tout corps plongé dans l'eau aspirait à une autre condition que la sienne. Pour lui, c'était à prendre ou à laisser. Nager et rêver ne faisaient parfois plus qu'un. Et nul, pas même le plus terre-à-terre d'entre nous, ne songerait à changer une équipe qui gagne